Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous continuons de parler des biais cognitifs. Et on enchaîne direct avec le biais de conviction. Eh bien nous défendons une idée qui, à notre insu, flatte notre ego. Mais au fond de nous, nous avons quelques doutes quant à sa validité. Alors nous redoublons d'efforts pour nous convaincre nous-mêmes, pour y croire dur comme fer et contredire quiconque ose la remettre en question. Nous nous disons, comment mon idée pourrait-elle ne pas être vraie étant donné toute l'énergie que je dépense pour la défendre? Ce biais apparaît encore plus clairement dans notre relation au leader. S'ils expriment une opinion avec des paroles et des gestes passionnés, des métaphores hautes en couleurs, des anecdotes amusantes et une force de conviction irrésistible, c'est qu'ils doivent l'avoir étudié de près. C'est ce qu'on va se dire en général. Sinon, ils ne l'affirmeraient pas les choses avec autant de certitude. En revanche, nous croyons que celui qui exprime son idée de façon plus nuancée, avec un ton plus hésitant, doit être plus fragile et douter de lui-même. Le biais de conviction fait de nous les proies rêvées des vendeurs et des démagogues qui, par leur force de conviction, réussissent à nous persuader et à nous tromper. Ils savent que nous aimons le spectacle, alors ils dissimulent leur demi-vérité sous des effets spectaculaires. Nous avons ensuite le biais d'apparence. Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, mais tels qu'ils nous apparaissent. Et les apparences sont trompeuses. D'abord, les gens sont entraînés dans différents contextes sociaux à offrir le visage le plus adapté aux circonstances, celui qui donnera une impression positive à leurs congénères. Ils semblent défendre les causes les plus nobles et se présentent toujours comme des personnes consciencieuses qui travaillent dur. Nous prenons ces masques pour la réalité. Ensuite, nous nous laissons avoir par l'effet de halo. Lorsque nous votons certaines qualités négatives ou positives chez une personne, nous en déduisons qu'elle possède d'autres qualités positives ou négatives qui nous semblent aller de pair, alors qu'en réalité nous n'en savons rien. Les individus au physique avantageux paraissent généralement plus dignes de confiance, en particulier les responsables politiques. Si un individu réussit, nous l'imaginons également consciencieux, doté d'un sens moral et méritant pleinement sa réussite, alors que beaucoup des gens qui ont obtenu de belles récompenses dans leur travail y sont parvenus par des actions à la moralité douteuse. Nous avons également le biais de conformisme. Nous sommes des animaux sociaux par nature. Le sentiment d'isolement, d'être différent du groupe est déprimant et terrifiant. Nous sommes terriblement soulagés de trouver des gens qui pensent comme nous. Si nous sommes enclins à adopter des idées et des opinions extérieures à nous, c'est bien parce qu'ils nous apportent ce soulagement. Mais le truc, c'est qu'on n'en a pas conscience et on imagine avoir trouvé ces idées ou ces opinions par nous-mêmes. Regardez les gens qui soutiennent tel ou tel parti, telle ou telle idéologie. On voit clairement prévaloir une orthodoxie, un conformisme, sans que personne ne dise rien ni exerce ouvertement une pression. Si quelqu'un est de gauche ou de droite, ses opinions vont presque toujours suivre la même orientation sur de nombreux sujets, comme par hasard, et pourtant rares sont les personnes admettant cette influence sur leur schéma de pensée. Parlons de l'effet de groupe. Lorsque nous sommes dans un groupe de grande taille, nous devenons différents. Il suffit de vous observer et d'observer les autres lors d'un grand événement sportif par exemple, d'un concert ou d'un rassemblement politique ou religieux. On est attrapé par les émotions collectives, notre cœur bat plus vite, des larmes de joie ou de tristesse nous viennent plus rapidement, plus facilement. Être dans un groupe ne stimule pas l'indépendance de la pensée, mais le désir intense d'appartenance. Cela peut se produire tout autant dans un environnement professionnel, surtout si le patron joue sur les émotions de ses salariés pour encourager l'esprit de compétition et l'agressivité, ou qu'il crée une dynamique de confrontation, une mentalité du nous contre eux. L'effet de groupe ne réclame pas nécessairement la présence des autres. Il peut utiliser la viralité comme lorsqu'une opinion se répand sur les réseaux sociaux et nous contamine, nous donnant terriblement envie de la partager. On note quelque chose de positif et d'exaltant dans la stimulation des émotions collectives. En nous mobilisant, nous avons le sentiment d'œuvrer pour le bien public. Même si on fait attention, on remarque que ce sont des émotions plus diaboliques qui sont encouragées, telles que la haine de l'autre, le patriotisme féroce, l'agressivité ou des visions du monde radicales. C'est notre devoir personnel de s'immuniser contre ces émotions. Si l'on conserve notre capacité de raisonnement, il est préférable d'éviter des situations de groupe ou d'y participer en faisant preuve d'un grand scepticisme. Souvent, dans les mouvements de groupe, on constate l'émergence d'une tête de troupeau, d'un leader. Il faut alors faire attention à la toxicité de ce soi-disant leader. Les démagogues, dans un groupe, commencent par chauffer la foule, soutenir des idées et des valeurs que tout le monde partage et créer un sentiment d'entente et d'harmonie. Ils s'appuient sur des émotions très générales, mais chargées émotionnellement, telles que la justice, la vérité ou le patriotisme. Ils parlent de buts abstraits et nobles au lieu de chercher à résoudre les problèmes spécifiques par des actions concrètes. Pour ne pas tomber dans leur filet, la méthode simple, faire appel à sa capacité de raisonner et de penser par nous-mêmes. On refuse toute forme d'intrusion dans notre dépendance d'esprit, dans notre indépendance d'esprit. Nous avons ensuite le biais d'accusation. Les erreurs et les échecs suscitent le besoin de les expliquer. Nous voulons en tirer une leçon et ne pas répéter l'expérience. Mais en vérité, nous n'aimons pas observer de trop près ce que nous avons fait.
Notre introspection est limitée. Notre réaction naturelle est d'accuser les autres, les circonstances ou une erreur de jugement passagère. Pourquoi ce biais? Eh bien parce qu'il est souvent douloureux de regarder nos propres erreurs. Cela remet en question notre sentiment de supériorité. Notre ego en prend un coup. Nous faisons semblant de réfléchir à ce que nous avons raté. Mais avec le temps, le principe de plaisir l'emporte et nous oublions la petite part de responsabilité que nous nous étions attribuée. Le désir et l'émotion continueront de nous aveugler. Nous répéterons exactement les mêmes erreurs. Nous ferons notre mea culpa et puis nous oublierons. Tout cela jusqu'à notre mort. Si les gens apprenaient vraiment de leur expérience, les erreurs seraient rares dans le monde et les plans de carrière seraient toujours ascensionnels. Nous avons également le biais de supériorité. Qui oserait dire durant une conversation qu'il est plus intelligent, plus rationnel, différent des autres? Eh bien, pas beaucoup de personnes. Cela passerait pour de l'arrogance. Mais dans le cadre de nombreux sondages, d'opinions et d'études, beaucoup expriment ce genre de choses lorsque nous leur demandons de se comparer aux autres. Ce biais est l'équivalent d'une illusion d'optique. Nous ne semblons pas voir nos défauts et nos absurdités, seulement ceux des autres. Ainsi, par exemple, nous nous plaisons à croire que les membres du parti politique opposé au nôtre ne se forgent pas leurs opinions en se fondant sur des principes rationnels, ce qui, bien sûr, est notre cas. Sur le plan moral, rares sont ceux d'entre nous à admettre avoir eu recours à des manœuvres trompeuses ou à des manipulations dans leur vie professionnelle ou personnelle, ou s'être montrés habiles et calculateurs pour décrocher une promotion. Nous pensons que tout ce que nous avons obtenu est le fruit de notre talent naturel et de nos efforts. Alors que nous sommes prompts à imputer aux autres toutes sortes de tactiques machiavéliques. Cela nous permet de justifier tous nos actes, quels qu'en soient les résultats. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous imaginer rationnels, respectables et moraux. Ce sont des qualités très valorisées dans nos cultures. Montrer l'inverse nous imposerait à une forte désapprobation. Si le monde était vraiment rationnel et d'une moralité irréprochable, nous baignerons dans la paix constamment et la bienveillance. Pourtant, la vérité, nous la connaissons, ce qui signifie que nous nous l'aurons nous-mêmes. C'est à travers la conscience et l'effort que la rationalité et les qualités morales se montrent. C'est un processus de maturation. Nous allons maintenant parler du biais de réalité sociale. Pensez à votre objectif le plus important, le plus inspirant. Prenez quelques secondes pour y penser. Imaginez-vous maintenant en train de le réaliser. Imaginez dire à quelqu'un que vous avez rencontré aujourd'hui ce que vous allez dire. Imaginez leur sourire et leurs félicitations pour ce que vous allez accomplir. Ce sentiment qui s'empare de nous à ce moment-là, qui nous donne l'impression qu'on se rapproche de notre objectif, n'est qu'une impression. En avoir parlé à autrui risque maintenant de nous empêcher de faire, d'entamer ce projet qui nous tenait à cœur. Raconter à quelqu'un son objectif rend sa réalisation plus improbable. Pour chaque objectif que vous avez, certaines étapes doivent être accomplies. Un certain travail doit être accompli pour être concrétisé. Idéalement, on ne doit pas être satisfait tant qu'il n'a pas été réalisé. Mais quand on en parle à quelqu'un et que celui-ci en reconnaît la valeur, cela devient ce que les psychologues appellent une réalité sociale. L'esprit est trompé, il croit que c'est déjà fini, que vous avez atteint votre but. Ensuite, puisque vous avez ressenti cette satisfaction, vous êtes moins motivé pour entamer les efforts réellement nécessaires. Ceci va à contre-courant de la sagesse populaire qui veut que nous racontions nos buts à nos amis, de manière qui nous y oblige. Eh bien, en 1972, Kurt Lewin, le fondateur de la psychologie sociale, a appelé cela la substitution. Et en gros ici, c'est la reconnaissance sociale qui nous apporte quelque chose. La récompense n'est pas notre but, mais la reconnaissance sociale. Et on peut comprendre que l'esprit confond le discours et l'action. Si on veut parler de quelque chose, on peut le faire de sorte que cela nous donne aucune satisfaction. On dira par exemple à nos proches « Je veux vraiment ouvrir mon entreprise, mais pour ça je dois me former et lire des livres durant les 2 prochaines semaines. Si je ne le fais pas, n'hésite pas à me mettre une gifle pour que je me mette sur le droit chemin. » De cette manière, on pourra contourner le biais de substitution. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt.